Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde va bien aussi autour de cette table. On ne le présente plus après une émission remarquable pour sa première. Salut Baptiste, comment tu vas ? Salut, ça va très très bien, toi aussi ? Ouais, ça va, parfait. Et les deux autres de l'autre côté avec Charles et Maxence, comment vous allez les gars ? Bah moi ça va très bien, c'est cool, on va parler d'un bon sujet comparé à la dernière fois où j'étais un peu triste, mais ça va. Oh, bichette. Ouais, ma nuit il me manque. Même moi ça va parfaitement aussi. J'ai hâte de parler des pépites françaises avec vous. Oh il a tout spoil. Oh, il a révélé ses mères. Et voilà, la grosse erreur de Charles. Et oui, effectivement, on va parler des moins de 22 ans français qui ont fait le bonheur du calendrier cette saison. On va parler bien sûr des meilleurs. Vous avez peut-être une petite idée de qui on va parler. Donc ça va être Martinez, Grégoire. Et restez bien à la fin pour parler du meilleur français du moment, bien sûr. Arnaud démarre. Voilà, exactement. Merci de spoiler mon sommaire encore une fois maintenant. Pardon. Et voilà, on va commencer par Romain Grégoire avec Baptiste qui a fait une saison pleine pour Romain Grégoire. Tout à fait. On n'avait pas encore trop vu au niveau World Tour en réalité. Souvent quand on est un rôle d'équipier, mais cette fois pas de doute, cette saison elle est bien, c'est une ligne d'éclosion pour Romain Grégoire, formé chez Groupama FDJ lui aussi. Très grande promesse du cyclisme français depuis sa révélation dans les catégories juniors. Le jeune puncher natif de Besançon a pu cette saison montrer toute l'étendue de son talent sur la scène World Tour alors qu'on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là en début de saison. Quelles étaient vos attentes, vous, sur Romain Grégoire en début de saison ? Bah moi j'attendais beaucoup parce qu'il avait quand même en junior, il avait été champion d'Europe, double champion de France sur le chrono, sur la course en ligne. Sa première saison, il gagne une course en World Tour, donc c'était quand même des débuts prometteurs. Donc il devait éclore cette saison et Groupama FDJ l'a très bien fait en le mettant sur un piédestal sur les étapes qui lui convenaient. Bah moi je vais peut-être être un peu plus franc, mais en vrai s'il réussissait pas sa saison, pour moi FDJ réussissait pas sa saison parce que le départ de Martinez c'était le gros espoir. Et si derrière t'enlèves tous les résultats de Grégoire à FDJ, la saison elle est pas si belle que ça. Donc oui, franchement, il a assuré. Bon, il a fait ce qu'il pouvait quoi, mais il a assuré franchement son nouveau rôle de leader pour moi de FDJ et franchement une belle saison du coup pour FDJ et pour lui. Il commence très bien sa saison d'ailleurs avec la victoire sur la Faune-Ardèche Classique, Baptiste. Tout à fait. Il a attiré l'attention dès février avec donc justement sa victoire sur la Faune-Ardèche Classique, mais aussi avant celle sur sa première course de la saison, le Tour de l'Algarve au Portugal. Il ne s'impose pas au classement général, mais il s'offre le luxe de jouer les étapes et le classement général sur la même course, avec des bonnes performances sur les étapes en ligne. La 4e place du chrono final tout de même, à 29 secondes du grandissime favori Jonas Vingegaard bien sûr. La 4e place donc du général final et le maillot blanc de meilleur jeune, donc avec une concurrence très relevée en face de lui, des grands noms comme Primož Roglič, Joao Almeida, Antonio Tiberi ou bien sûr donc Jonas Vingegaard. Une performance d'autant plus importante pour lui forcément de se classer aussi parmi les meilleurs. Sur le Tour d'Algarve, c'est la victoire où il n'a pas été compté comme une victoire, non ? C'est la victoire où il s'impose parce que le peloton est divisé en deux, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'était la première course de sa saison, la première étape, et il y avait eu pas mal de problèmes avec les barrières, vous savez, là, le peloton avait fini dans le public. C'était un beau chantier au début de saison avec toutes ces arrivées-là. Il y a eu plusieurs courses comme ça. Et donc c'est effectivement une victoire, et c'était aussi imposé au maillot blanc Romain Grégoire. Mais une victoire qui n'a pas été comptée dans son palmarès. Une victoire qui n'a pas été comptée dans son palmarès, c'est une grande déception forcément pour lui parce que certes c'est un résultat qui reste symbolique, mais c'est un résultat qui mathématiquement forcément dans son palmarès n'est pas comptabilisé, donc ça fait forcément mal aussi pour lui. Mais
bon, il s'en est très bien remis, hein, parce que on l'a vu dans la suite de la saison. Il remporte donc l'Ardèche Classique, comme tu l'as dit, avec notamment une concurrence qui est composée de Juan Ayuso, de Mathias Kielmose, de Brandon McNulty également. Il figure très bien sur le Tour de Suisse aussi, qui a été une grosse étape de la saison pour les Français. On a eu Vauclin, mais on a aussi eu le maillot jaune pendant 4 jours de Romain Grégoire. On a même espéré un moment un doublé français. Hein. Tout à fait. Regardez 2-3e étape, on se disait, si on se projette et que ça continue comme ça, les mecs vont faire 1 et 2 au Il y général. avait la place. C'était sans compter sur un Joao Almeida qui était malheureusement Un peu relou. stratosphérique, notamment sur le chrono final. Il a été juste monstrueux. Et puis il enchaîne avec des championnats de France très réussis. Tout à fait. Des championnats de France extrêmement réussis, avec une seconde place, il me semble. Oui, exactement. Seconde place, Il tout à faisait fait. un peu la tronche d'ailleurs. Ouais. En courbe de presse après parce Ouais, que c'était son objectif aussi. ouais, parce et puis que c'est vrai l'équipe que- avait tout fait pour lui et Le parcours était taillé pour lui. Taillé pour lui aussi, ouais. pareil, il tombe sur un Godon des grands jours et Pur puncher, et c'est vrai que Dorian Godon avait surpris aussi un petit peu son monde ce jour-là aux Herbiers. C'est vrai que t'étais pas avec nous aux Herbiers, Non, je mais me permets de parce te que du couper, coup, mais c'est vrai on que- avait eu un Romain Grégoire en conférence de presse qui était vraiment pas forcément content de sa course, et c'est là où on voit que c'est déjà un champion, il vise la première place et c'est tout. Ouais, il se contente pas de la Tout à deuxième fait. place. Et moi, là où il m'avait le plus impressionné, c'est sur Milan-San Remo, quand c'est un des seuls à suivre Ghana, Pogacar et Van Der Poel. Ouais. Là, ça se sur, passe de ouf. sur cette course, je me suis dit, il va arriver en haut jusqu'au bout, mais non. Ouais, pour Mais moi, c'est le moment marquant de sa saison. Pour moi, c'est là que tu t'es dit. Ah, il fait 30ème, c'est bien comme moment Non, mais- marquant. Non, mais tu vois que sur une pleine puissance, quand il aura la force nécessaire pour tenir pendant longtemps, sur le moment, sur l'instantané, il est capable de les suivre. C'est là où je me suis dit, il va faire une grosse saison. C'est vraiment à ce moment-là, au début de saison. Et ce que tu disais, Hugo, comme quoi il était déçu, et puis qu'il disait que, en fait, il était déçu en soi pour lui, mais surtout pour l'équipe, parce que FDJ, c'est le titre de champion de France. Et ben là, tu vois quand même que le mec a pris le statut de je suis le leader de la FDJ, c'est moi qui tiens les rênes. Et bah oui, faire deuxième, c'est pas un bon résultat pour le championnat de France. Donc bah voilà, il avait déjà commencé son statut de leader. Tout à fait, Baptiste, et sa deuxième partie de saison ne faiblit pas non plus. Tout à fait, une deuxième partie de saison extrêmement prolifique aussi. On l'avait pas trop vu sur le Tour de France, notamment en juillet, jusqu'à cette fameuse 20e étape qui, arrivant à Pontarlier, aurait pu le voir s'imposer. Malheureusement, le destin l'a décidé autrement. Une chute prématurée qui fait qu'il n'arrive que 5e. Ça reste une bonne expérience pour lui, malgré tout, parce que ça promet pour la suite, mais forcément, là aussi, une déception. Vous avez un avis sur cette étape? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu aller au bout en finissant avec le groupe de tête? Ah, c'est vrai qu'il y avait eu pas mal de chutes quand même ce jour-là. Ça va plus. Ouais, le temps ne les avait pas gâtés, mais c'est vrai que prenant en fin de Tour de France, on sait que les cartes sont souvent rabattues. Après, on ne l'a pas forcément beaucoup vu à l'avant le reste du Tour de France. Donc, Ouais, le début sur les étapes puncher, oui. il était quand même dans le top. mais en soi, il Là, a il fait un top 4, un top 5. Ouais. Ouais, il mais oui, c'est vrai, sur les premières étapes. Mais après, il n'a pas appris d'échapper au long cours, des choses comme ça, qui aurait pu l'épuiser à fond, quoi. Donc peut-être que sur la 20e, il aurait pu faire un truc, mais voilà, c'est que on sait très bien que ces dernières étapes-là, c'est plus tactique que physique. Et puis voilà, la chute. Ouais, il y a quelqu'un qui tombe devant lui et quand tu regardes le mec tomber en vélo, tu tombes automatiquement. Donc c'est ce qui lui est arrivé malheureusement. En plus, c'était vers chez lui, si je me trompe pas la course, donc il avait quand même coché cette étape. Ouais. Mais après, bon, ça ne l'a pas empêché non plus de faire de grosses performances après, parce qu'évidemment, la grosse performance de Romain Grégoire qu'on retient cette saison, c'est sa victoire quand même sur le Tour de Grande-Bretagne au classement général, une course exceptionnelle. Vous vous en doutez, forcément, il a coiffé au poteau Remco Evenepoel quand même. C'est évidemment l'un des quatre fantastiques de ce cyclisme mondial, et où il fait le total, tout simplement. Victoire sur la 4e étape, il prend le maillot vert de leader du général et il résiste à Remco en terminant avec 2 secondes d'avance au classement général. Et donc il a là encore montré
une résilience et des capacités physiques et mentales impressionnantes. C'est une performance qui va rester pour lui, qui marque aussi un tournant dans sa carrière, je pense. Bah, et puis ça a bien été médiatisé, je trouve, parce que d'habitude, le Tour de Grande-Bretagne, bon d'accord, tu vois le résumé, oh bah tiens, lui, il a gagné, mais là, que ce soit en français, je trouve que les Français et surtout les médias français l'ont vraiment mis en avant, cette course qui... Bah, et puis t'avais pas un clown comme tu disais à côté, et franchement d'aller chercher la gagne, oui, ça lui a mis un gros coup de projecteur après Milan-San Remo, oui, il a peut-être déçu avec son classement, mais il était là, et ben là, ça l'a vraiment mis sur le devant de la scène, et puis bah ouais, voilà, Romain Grégoire, retenez son nom, quoi. Écoutez, un autre dont on va essayer de retenir le nom, hein, j'en avais pas parlé dans le sommaire, mais on va parler de 4 vraiment professionnels, déjà bien installés dans le peloton. Et puis, il y a aussi 2 jeunes dont on voulait parler. Surtout des jeunes. Ils sont tous jeunes, exactement, mais de 2 très jeunes, on va dire, plus jeunes que les autres, encore plus jeunes que les autres. C'est Maxime Descombles, avant tout. Alors oui, on le connaissait dans les catégories jeunes où il a remporté beaucoup de courses et il a été vainqueur de la première étape du Giro della Lunigia Junior. Luciana. Il fait une médaille de bronze sur le contre-la-montre du relais mixte junior. Donc contre-la-montre, étape en ligne, c'est un mec qui est à l'aise partout. Donc d'où le titre le nouveau Tom Dumoulin, Tom Dumoulin français. Et il a été champion de France du contre-la-montre espoir. Il a gagné Paris Tour espoir, donc un gros palmarès dans les catégories de jeunes. Et donc pour moi c'est un Français à suivre, même sur le Tour de l'Avenir. Il a porté le maillot jaune et après il a été équipier modèle pour Sexas. Donc ça va être un nom à retenir. T'en penses quoi, Maxence ? Bah c'est pareil, tu le disais, là sur le Tour de l'Avenir, c'est là où il a impressionné. Le mec, il récupère le maillot jaune un peu, Sexas en jaune, donc la France laisse l'échappée partir et puis il récupère le maillot jaune là-dessus. Mais derrière, il arrive à le défendre 5 jours, le mec. Ouais. Le mec, il se bat, et puis quand t'as Jarno Huidar et puis Sexas qui s'envole devant, bah, le mec il y va, il cravache, et puis il réussit à garder son maillot. Puis bah, le dernier jour, il est tombé sur un petit peu trop fort. Mais ouais, quand même, le mec, chapeau. Donc il me semble qu'il passe pro là en plus avec son équipe. Donc hâte de voir ce que ça donne. Et puis oui, Tom Dumoulin, bah, un bon rouleur de base qui sait s'exercer en montagne. À vraiment voir ce que ça va donner dans une équipe qui a un peu besoin aussi de renouveau pour épauler Grégoire, tout ça, quoi. C'est vrai d'ailleurs que ça on le mentionne pas, mais le fait que l'équipe de France lui ait permis aussi de conserver ce maillot jaune pendant 5 jours, ça lui offre aussi de la visibilité, parce que au départ du Tour d'Avenir on l'avait très peu évoqué en fait. Le grand public le connaissait très peu, et le fait qu'il puisse justement avoir ce coup de projecteur avec ces 5 jours en jaune, avec justement le fait qu'on voit qu'il veuille vraiment le défendre, même s'il est promis à son coéquipier, et que l'équipe de France laisse faire, et je trouve que c'est aussi un très beau geste de leur part. Ça, c'est la classe quand même. C'est intéressant. Tour de l'Avenir, tout le monde, que des Français en jaune. Exactement, c'est intéressant je trouve, de voir ce Maxime Descombles, parce que c'est vrai qu'il est un peu polyvalent, hein. C'est pour ça qu'on a mis ce titre aussi, Tom Dumoulin. C'est vrai que quand on regarde par exemple ses fiches, c'est la catégorie contre-la-montre qui est mise en avant, alors qu'on l'a vu sur le Tour de l'Avenir, il grimpe très bien. Il fait aussi 2e des Europes chez les juniors, 2e sur la course en ligne, 4e sur le chrono. Ça veut un peu tout dire, mais est-ce que, on va en parler juste après aussi avec un autre très jeune coureur, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il se spécialise ou faut qu'il reste sur ce Tom Dumoulin, Primož Roglič, un petit peu tout faire, quoi? Moi, je pense que maintenant, dans le cyclisme actuel, il faut savoir tout faire. On l'a vu, les Pogacar, même Froome, Geraint Thomas, Vingegaard, ils sont bons partout. Lui, c'est son cas. Il est très bon contre la montre, en course en ligne, même quand il va récupérer le maillot jaune. Il sent les bons coups pour aller dans l'échappée. Pour moi, c'est un coureur qui a du potentiel, et il faut savoir tout faire maintenant. Ouais, tu regardes les leaders, Remco, tout le monde le voyait plus rouleur et spécialiste du contre-la-montre, parce qu'il l'est, mais le mec arrive à faire un classement général. Les mecs maintenant ils sont polyvalents partout, quoi. Et tu vois Sexas, le mec il est quand même champion du monde de chrono en jeune, donc oui, c'est les phénomènes de maintenant, faut qu'il soit bon partout, et surtout contre la montagne. Parce que pour gagner un grand tour, tu es obligé de savoir faire ça. Tu peux pas gagner un grand tour en haute montagne, mais tu peux vraiment le perdre sur un chrono, donc c'est important de savoir tout faire.
Un autre qui sait à peu près tout faire, un petit peu moins bien grimper, hein, c'est bien sûr Aubin Sparfeld dont vous voulez parler. On l'a découvert plutôt avec le cyclocross, mais il s'est aussi affirmé sur la route, Maxence. Bah ouais, on l'a vu il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, il était champion d'Europe de cyclocross, donc bah, un passif de cyclocrossman avec l'équipe de France exceptionnel, hein. Le mec il rafle tout, Coupe de France, tout ça. Vraiment le mec qui domine le circuit. Et là, du coup, bah, championnat de France cet hiver, il fait 2 parce que bah, il est tombé sur son coéquipier Léo Bizio. Mais bah, moi, honnêtement, je voulais voir ce que ça allait donner sur la route avec les bonhommes, quoi, les pros. Et puis finalement, le mec 3e du classement général du Tour de Bretagne. Alors qu'on sait que pareil, il y a quand même il y a quand même du monde dans le Tour de Bretagne, ça amène du monde. Tour du Finistère, il gagne le classement général, enfin il gagne la course. Il gagne le classement général de l'Alpe Tour le Alpe Isère Tour, pardonnez-moi, avec maillot jaune, maillot blanc puisque bah, il est plus jeune, et maillot vert. Et en plus, il se gagne la dernière étape, la 5e. Parfait. Et en plus, derrière, il enchaîne avec le Giro Next Gen. C'est parfait. C'est parfait. Et derrière, Giro Next Gen, bon, il y avait un extraterrestre qui était là, un certain Belge, mais il finit quand même maillot vert. Franchement, maillot vert sur le Tour d'Italie. Hein. Et puis derrière, il gagne la 5e étape du Tour d'Alsace et 2e du maillot vert sur ce même tour. Le mec, franchement, pour une première saison avec les pros, bah, il arrive à aller chercher des étapes et des victoires. C'est tout ce qu'on attend d'un jeune qui passe le pas pro. Et puis bah, derrière, on a appris d'ailleurs qu'il allait avoir son contrat pro. Il me semblait qu'au début de la saison, il était un peu plus sceptique et il voulait rester. C'est ça, normalement 2026, c'était prévu pour lui qu'il reste en petit. Hein. Mais les résultats, ils ont l'ont peut-être poussé à. Il a été trop fort. Peut-être qu'il était attiré par d'autres équipes qu'il voulait. Et puis derrière, il n'avait pas eu trop le choix non plus de passer pro. Mais j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il réussisse sur les courses de second plan l'année prochaine, quoi. Et justement, c'est quoi sa spécialité? C'est le sprint vraiment ou pas, Maxence? Bah, c'est un peu un puncher, mais vraiment plus sprinter que dans les petites bosses. Est-ce que si on le compare à Brian Cocker, c'est à peu près ça ou pas? Ouais, on peut parler de ça un peu. Bah, un mec agile, un peu à la Pidcock en vrai. Un crossman, quoi. Ouais, voilà, hein, les mecs qui sortent de ça, assez puissants sur des efforts courts et puis qui savent se placer, qui savent frotter et puis qui sont agiles sur la machine. C'est ça. Hein. Ouais, moi, je trouve ça impressionnant. Tous les jeunes maintenant, ils explosent très jeunes. Avant, on disait que c'était un sport à maturité tardive. Il fallait attendre 25 ans pour être bien. Là, à 18 ans, les mecs, ils gagnent des courses chez les pros, tout ça. C'est incroyable. Ouais, franchement, on a des belles ressources en France quand même. Et un peu partout, hein, parce que nos amis belges en ont des belles aussi. Mais on n'est pas là pour parler de la Belgique aujourd'hui, on est là pour parler des Français. Et un autre qui nous avait fait très plaisir en début de saison, c'est Lenny Martinez, hein, bien sûr, Baptiste. Bien sûr, Lenny Martinez, c'est un nom qui résonne dans le monde du cyclisme depuis déjà quelques années. On le connaît déjà, un immense espoir du cyclisme français, formé au pays au sein de la Groupama FDJ lui aussi. Il avait déjà montré de grosses capacités sur la Vuelta, notamment en y portant le maillot rouge. Et il a décidé, à l'hiver dernier, de quitter le cocon en s'envolant pour Bahreïn et la Bahreïn Victorious. Autant dire qu'on l'attendait en quelque sorte au tournant en ce début de saison. Quelles étaient vos attentes, vous, sur Lenny Martinez en début de saison? Bah, on l'avait un peu évoqué au début de la saison. On le voyait, fallait qu'il s'impose, fallait que ce soit un leader. Pour moi, c'est pas mal réussi. Enfin, pour une première saison en tant que leader. Une équipe étrangère, c'est pas facile aussi. Hein. Et puis, bah voilà, une équipe qui connaît pas du tout, un statut vraiment bien haussé d'un cran. Et franchement, il est tombé des fois sur plus fort que lui, mais il a. Si vous voulez comparer à l'année dernière, il n'a pas dégoûté ou il se laissait distancer dans des cols parce qu'il n'arrivait pas à suivre. Il était quand même assez régulier, je trouve. Ouais, pour moi, c'était pas une surprise. On savait qu'il avait un gros potentiel quand même. Et il l'a montré. Après, il a encore des crans à passer sur les grosses courses de 3 semaines. On l'a vu sur le Tour de France, sur les gros tours où il a toujours un moment où il est moins bien. Et ça, c'est dommage. C'est vrai que moi je l'attendais vraiment sur un Tour de France. Malheureusement, dès la première journée, ça craque pour lui, pour Lenny Martinez.
C'est dommage, parce que sur un Tour de France, moi, c'est là où je l'attendais le plus. On l'avait déjà vu sur une Vuelta qui pouvait performer, comme tu l'as dit, Baptiste. Donc je sais pas trop quoi en penser. Moi, je trouve que c'est une saison quand même en demi-teinte pour Lenny Martinez. Il fallait s'adapter à Bahreïn, à un autre pays, à des autres façons de faire, on va dire, à Bahreïn. Mais ouais, je sais pas ce que t'en penses toi non plus, Baptiste, mais c'est une saison en demi-teinte pour moi. C'est vrai que ça peut se comprendre. Malgré tout, tu parlais du Tour de France. On peut quand même retenir un Tour de France plutôt positif dans l'ensemble, parce que même si justement il n'a pas été en mesure de jouer le classement général, il a été très vite délesté de cet objectif. Il a pu quand même montrer une nature presque de baroudeur finalement, un chasseur d'étapes. Où justement il a été combatif, on l'a vu doublement récompensé. Pour ça d'ailleurs, sur les 4e et 13e étapes, on a peut-être eu aussi la confirmation qu'il faisait partie des meilleurs grimpeurs de ce peloton. Mais est-ce que tu l'attendais pas, toi, par exemple, Kevin Vauquelin plus en chasseur d'étape et Lenny Martinez pour jouer un top 10 chez les Français? Si, c'est vrai que ça peut s'entendre, parce que Le profil. c'est vrai que Kevin Vauquelin, on l'attendait pas à suivre le général, on l'attendait pas à jouer le général, surtout au vu du Tour de France qu'il nous avait fait en 2024, où justement il va chercher la victoire à Bologne, où il se manifeste par des gros coups d'éclat. Et en fait, le contexte a fait que on a vu Lenny Martinez distancé dès la première journée. Il fait dernier de l'étape quand même, hein. Et un Vauquelin qui justement, on avait peut-être plus dans les jambes ce jour-là. Donc finalement, on a peut-être vu aussi que il y a des objectifs qui se sont inversés, que Vauquelin, avec ses jambes, a pris la mesure et a été en mesure de jouer le classement général, et que Martinez, justement, ne pouvant plus jouer le général, a été décomplexé que ça. Et est-ce que pour toi, Lenny Martinez, il n'était pas un peu pas assez entouré au Tour de France? Parce que moi, je le voyais en montagne, je trouve qu'il était un peu esselé quand même, non? C'est vrai qu'il était esselé, ouais. Pourtant, on a C'est vu pas la montagne qui lui a fait défaut, c'est la première étape. Ouais, c'est Dès la pleine. première étape. la première étape. Ouais, est c'était pas très très dur pour lui. Ouais, c'était pas des profils purement grimpeurs en vrai, les premières étapes. C'est ça qui était un peu chiant pour un mec qui était purement grimpeur, quoi. Le problème de Lenny, c'est que il est moins polyvalent. Il grimpe très très bien, mais par contre sur le plat, et même quand c'est peu élevé, il est en difficulté. Ça se voit. Il roule bien par contre. Il roule bien, mais par contre, quand il s'agit d'avoir un relief plat, il est largué, quoi. Mais c'était Et un Baptiste, tour. tu disais un Tour de France réussi. Encore une fois, moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Il fait 8e pour son meilleur résultat quand même, et 9e sur le contrôle à montre. Pour moi, Lenny Martinez, même s'il a été beaucoup à l'attaque et donc beaucoup sollicité ses jambes, je l'attends à un meilleur niveau. Il est trop inconstant encore, à mon avis. Je le trouve encore très inconstant. Je pense qu'il peut avoir un niveau pour potentiellement jouer une place d'honneur au général d'ici quelques années. Mais le problème est que pour le moment, il n'est pas en mesure de le faire. Parce que comme on l'a dit, il a des lacunes sur le plat. Il a une endurance qui est peut-être pas la meilleure du peloton non plus. On l'a vu à l'attaque sur le Tour de France. En général, il avait des grosses journées, et le lendemain, il était beaucoup plus dans le dur. Il avait du mal par exemple, pour conserver le maillot à pois qu'il a porté quand même 4 jours. Ça a été compliqué de suivre, forcément, après de suivre Pogacar, c'est normal, mais finalement d'être compétitif vraiment à 100% dans cette lutte pour le maillot à pois, parce qu'il manquait d'endurance justement sur les journées de course, finalement, après des journées où il avait été très attaquant. Et t'en retiens quoi d'autre de sa saison, Baptiste? Il a montré quand même qu'il pouvait jouer un peu toutes sortes d'objectifs, parce que pour l'instant, même si les généraux c'est compliqué, il a quand même eu des coups d'éclat sur les courses d'un jour, et donc sur les étapes également, des courses par étape, on l'a vu. Même sur la Flèche Wallonne, il fait 4e, je crois. Tout à fait, il fait 4 ou 5. Je crois qu'il fait 4e Ouais. des rapides. 4e de la Flèche Ouais, Wallonne. De la Flèche Wallonne, exactement. Et à 22 ans, ça reste une performance majuscule. Quand même, on a ça, on a évidemment donc des victoires d'étape, je le disais, sur Paris-Nice, sur le Dauphiné, qui sont quand même sur le Dauphiné, on a vu qu'il avait été le seul à résister aux gros leaders, à Jonas Vingegaard, à
à Tadej Pogacar, Pogacar qui sur le Dauphiné était tout simplement qui avait faim quoi. Il voulait littéralement tout. Il avait déjà gagné l'étape, il visait la dernière. Lenny a su lui résister et ça on l'a aussi beaucoup retenu. Mais si là où je voulais attirer votre attention quand même, c'est pour vous, est-ce que il va s'imposer durablement chez Bahrain Victorious ou vite partir, soit pour plus haut, soit pour retourner un petit peu plus bas? Moi, je pense qu'il a fait une bonne saison malgré tout, malgré le fait qu'il soit souvent malade, malgré qu'il soit pas bien sur certains jours. Il a fait une bonne saison et ils n'ont pas de coureur régulier. Buitrago sur le Tour de France, c'était pareil, il n'était pas si bon que ça. Donc, je pense que ils vont l'aider à réussir sur les grands tours et pourquoi pas en faire un leader. Ouais, je pense pareil. Je pense qu'ils vont lui laisser quand même sa chance et du temps parce que j'ai du mal à le voir quand même ailleurs. Parce qu'aller plus haut, il y aura forcément un mec qui sera plus régulier que lui sur des grands tours. Et ouais, je pense que c'est à lui de se faire sa place et peut-être à l'équipe aussi d'argumenter le fait que oui, ce soit un leader et de l'épauler, quoi, que ce soit vraiment une équipe solide et que ça aille loin. Parce qu'ils ont quand même de la ressource, mais je pense que s'il est leader, les Buitrago... Surtout sur les grandes courses. Parce que sur les autres, ça va, mais sur les plus grosses, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu le verrais où l'année prochaine? Enfin, en termes de résultats. En termes de résultats, je pense que ça peut encore s'améliorer et qu'avec une bonne préparation, je pense qu'il peut vraiment être compétitif, notamment, peut-être pas directement sur le Tour de France, parce qu'on est vraiment sur le quota du cyclisme mondial, mais peut-être que sur un Tour d'Espagne ou un Tour d'Italie, où il y a peut-être un petit peu moins de concurrence, notamment je pense à la Vuelta, parce que le Tour d'Italie, Jonas Vingegaard l'a plus ou moins coché pour l'année prochaine. Mais sur la Vuelta, je pense qu'il peut avoir sa carte à jouer. Il y aura peut-être Pogacar qui veut faire les 3 grands tours. Donc, mais il y aura peut-être ça, ce qui veut faire un grand tour aussi. Et moi, je l'attends sur... je suis désolé, sur le Tour de France, pour moi, ça fait 3-4 ans qu'il s'est imposé comme un bon grimpeur. Pour moi, il doit faire un top 10. S'il est leader et s'il est bien accompagné, il doit jouer un top 10. Quand tu vois que Vauclin, c'est pas son terrain de base, il arrive à faire top 7. Limite, il allait faire top 5. Et qu'un mec de Total arrive à faire un top 10 voilà. aussi. Ça, c'est vrai. Oui. Il serait temps que tu y arrives, mon grand. C'est vrai que pour ça, la saison a été compliquée pour lui, mais justement, on parlait du manque d'endurance de Lenny, et je pense que ça va être un point à retravailler pour les prochaines saisons, mais je pense en tout cas qu'il peut vraiment avoir sa carte à jouer. Un autre qui a fait une grosse saison, une très très grosse saison, il finit deuxième au nombre de victoires en 2025. C'est bien sûr Paul Magnier qui nous a éclaboussé de tout son talent avec 13 victoires en 2 mois, Charles? Ouais, c'est ça, il a enchaîné en fin de saison là, avec... j'ai noté 4 victoires sur le Tour de Slovaquie, 4 étapes sur le Tour de Croatie, 5 étapes sur 6 au Tour du Gongchi. Donc il n'est pas présent que sur TikTok. Non mais ouais, il a prouvé que c'était un des sprinteurs, des meilleurs sprinteurs du monde. Parce qu'il n'y avait pas que des cueilleurs de pâquerettes à côté. Parce que franchement, quand tu regardes les sprinteurs qu'il y avait sur ces étapes-là, là sur le Tour de Guangxi, il y y Jordi Meeus qui finit plusieurs fois derrière lui. Aussi, les mecs, ils savent quand même envoyer du steak. Donc, Et Paul Pénoët aussi. oui, enfin après. Et il fait 2 fois podium, Paul Pénoët. Oui, mais on préfère ce Paul-là quand même. En revenant à Paul Magnier, même sur les classiques belges, il remporte 3 classiques en 9 jours, je crois, et il bat Philipsen. C'est vrai qu'il bat Philipsen, il fait. C'est incroyable. Après, c'était pas le grand Philipsen, il sortait d'une chute sur le Tour de France qui l'a beaucoup marqué, mais c'est quand même, ça montre l'envergure du bonhomme. Sur le papier, ça reste Philipsen. C'est Philipsen en forme, pas en forme. Battre Philipsen, c'est un exploit. Enfin, en tout cas, c'est une très grosse performance. Ouais, pour moi, on en parlait un peu hors antenne. Pour moi, la prépa va être solide et Tim Merlier, je pense qu'il a une sacrée pression parce que s'il ne réussit pas bien sa prépa et qu'il commence à se faire battre à la pancarte par certains Paul Magnier, les cartes vont être rebattues au niveau sprint. Vous voyez où l'année prochaine
c'est quoi? C'est Chez Quick Step. directement. Merci Maxence. C'est directement Tour de France, Bah, un Giro d'Italie, ça passe par quoi? J'aimerais le voir sur un grand tour quand même. Bah, pour moi, je l'attends sur le Giro parce qu'il ne sera pas leader sur le Tour de France. Paul Magnier. Tu vas battre Remco, enfin qui est plus là d'ailleurs. Tim Merlier, pour moi, c'est le meilleur sprinter du monde. On l'a vu sur le Tour de France, dès qu'il était, il était là parce qu'il n'avait pas un gros train cette année. Dès qu'il était là, Milan, il n'existait pas. Hein. Ouais, et puis tu regardes on parlait du Paul Magnier, deuxième meilleur total derrière Pogacar. Merlier, il est pas loin derrière aussi, et c'est pas des courses c'est des de. plus grosses 16, courses, ouais. 16, Hein dire, Et c'est ouais. des plus grosses courses. C'est des belles courses quand même, Ouais. lui qui gagne. Hein. Et Je dis pas que ça c'est pas bien, mais c'est quand même des. Non, mais c'est quand même des belles étapes qui gagnent Merlier Et- à côté quand même. mais par contre, aux côtés de Tim Merlier, je pense qu'il va apprendre parce que Tim Merlier, c'est un coureur qui sait se démerder tout seul dans un peloton, qui arrive à se faufiler, à toujours être bien placé sans train. Donc ça, c'est vraiment la qualité d'un sprinter à l'instinct. Bah, non, mais je suis d'accord avec toi parce que je trouve qu'il a déjà appris en fait de Tim Merlier. Parce que tu regardes ces sprints là au dernier tour de Guangxi, le mec, les 2-3 premières étapes, il est emmené comme ils ont déroulé le tapis rouge devant lui. Allez, on te laisse à la gagner. Lidl Trek. Et puis par contre derrière il va en gagner une. Bon, sur la selle, ça, je sais pas qui c'est cet homme. Et la dernière étape, mais à un moment, t'as le lanceur qui est là et t'as 2-3 coureurs entre lui et le lanceur. Et puis après il se démerde, il prend la bonne roue, il déclenche au moment. Tu vois le mec, à chaque fois c'était le Cofidis qui lançait, il se décale. Puis le moment où il allait se enfermer, il décale lui aussi son sprint et puis il va s'imposer. Le mec il a déjà tout pour plaire quoi. Ouais. Et même sur les classiques, dès que ça monte un peu, il passe très bien. Sur les classiques belges, comme je disais, il y avait deux Alpecin et il les fait péter à la pédale. Ouais, non, et pour moi ça peut être un mec des classiques. Hein, Ouais, il oui, est pour moi, puissant, c'est hein. un gros Ça peut être un classic très man. bon classic man. Et c'est le français que j'attends sur les classiques l'année prochaine. Ouais, sur les classiques flandriennes, tout ça, ça peut être très très bien. Et on l'a pas vu encore sur des pavés ou alors je me Sur trompe. les classiques belges, il y en avait un peu, mais Ouais. c'était pas les Oui, gros non, pavés comme Ouais, sur puis il n'avait pas Paris-Roubaix. encore confirmé quoi, son niveau. Ouais. Là l'année prochaine peut-être que l'équipe va lui faire confiance Totalement. et que peut-être la mentalité aussi de son équipe va le pousser à se Mais- tourner plus vers ces courses-là. Et surtout que maintenant, son équipe sans Remco, Ouais. elle va se recentrer, je pense, sur les classements. La enfin, vraie, sur la vraie courses. quick-step. C'est ça, sur les courses d'un jour. Sur les classiques. C'était leur domaine où ils excellaient. Et là, je pense que maintenant qu'il n'y a plus Remco, le projet Remco Tour de France, ça va être tout pour Paul Magnier et pour les classiques. Après, moi, c'est vrai que je suis un peu comme Charles. J'aimerais bien le voir jouer un classement par points quand même sur un grand tour. J'aimerais bien le voir jouer le cyclamen au moins le cyclamen sur le Giro ou le maillot vert sur la Vuelta. Après, je pense que le cyclamen sera plus peut-être à sa portée parce qu'on a toujours vu des gros sprinters sur la Vuelta. Il y a toujours eu beaucoup de concurrence. On a vu Philipsen, on a vu Mats Pedersen. Il était sur le Giro aussi, mais Et Arnaud démarre sur le mais- Giro quand même. il y avait, mais oui, il y avait Paul Penwet sur le Giro, ouais, c'est Ah vrai. non. Mais même Wout van Aert par exemple ou Caden Groves, mais c'est vrai que je le vois bien jouer le cyclamen sur le Giro. Je pense qu'il pourrait vraiment bien lui aller ce maillot. Bah, et puis je pense que le Tour de France là, la mentalité du directeur du Tour de France en ce moment, c'est plus moins d'étapes toutes plates avec une arrivée au sprint. Donc il aura peut-être moins sa chance et puis c'est là où il faut avec des miettes que tu réussisses à gratter des points. Alors que sur un Giro où tu as des étapes encore vraiment, là les mecs, il n'y aura pas d'échappée qui ira au bout, on gagne l'étape au sprint, et là il peut s'éclater et puis il y a un truc classique, un sprint, un train et puis gagner quoi. Non, mais clairement. Un Paul en cache un autre, c'est Paul Magnier et Paul Sexas, bien sûr. On voulait parler de lui. Comment ne pas parler de lui, surtout avec sa fin de saison, hein, comme Paul Magnier. Il fait une fin de saison énorme, Paul Sexas, sur le podium, tout simplement, des championnats d'Europe. Tout simplement. Derrière, Pogacar et Evenepoel. bon voilà, on a déjà présenté le bonhomme. Comment faire de mieux? Non, quoi dire, le mec, il fait un tour de l'avenir. Il le gagne tranquillement. À Il se 80%. permet même de dire qu'il était à 90%, 80%. Sans trembler, vraiment Ouais, le Tour de l'avenir sans trembler. Le mec Ouais. tranquille, il gagne la première étape, il laisse après son copain s'éclater avec le maillot jaune. Il lui dit, par contre, c'est moi qui le garde sur le palmarès. Sur la dernière étape, il gagne les 2 chronos. Il est deuxième des étapes de montagne derrière Ouidar. Mais Ouais, bon, il a été impressionnant quand même, Ouidar. Ouais, oui, mais bien sûr, mais je trouve qu'il était à 90% quoi, le coco. Donc oui, mais après il prend pas des éclats non plus quoi. Il perd et puis il résiste. Donc que dire de ces courses-là? On l'attendait à ce niveau-là, on l'a eu à ce moment-là. Parfait. Derrière, il enchaîne avec les championnats du monde. Les championnats du monde, derrière, il fait chrono
chrono mixte. Et ils font 2, la France à quelques secondes de l'Australie. Mais bah, quand même, ça a fait une bonne ligne sur le palmarès. Et une sacrée équipe d'Australie. Ouais. Et puis derrière, Ah oui. lui, il fait son chrono tout seul. Et puis il tire la tronche à l'arrivée, il fait 16e. Bon, ok, tu fais 16e du chrono avec les élites, mais bon, si le mec il fait la tronche, c'est qu'il est quand même hyper déçu de lui et qu'il en a dans les pattes Et qu'il a une mentalité de Qui est quand champion, même- il ne se satisfait pas d'un C'est ça. top 15. Il n'y d'un a top... qu'un Armirail qui le bat en termes français. Ouais. Et derrière, les mondiaux. 13e, premier français. Qui l'attendait, premier français sur les mondiaux? C'est dingue. T'as les mecs C'est qui vraiment sont endurants, là, ça fait depuis que Vauclair est arrivé, on a vu des coureurs français franchement réguliers, toujours endurants, toujours à l'avant. Le mec, il a 18 ans, 19. Et le mec, il finit 13e des mondiaux. Quand tu vois qu'à 19 ans, il est capable de rivaliser avec ce genre de coureur, c'est vraiment Et que. sur une distance telle, parce qu'il n'avait jamais encore fait des distances comme ça en course. Et puis t'en as vu éclater. Hein. Le parcours. T'as vu des loustiques qui ont. T'as des loustiques qui ont explosé dans la course. Et le mec, lui, justement, il s'est pas affolé. Il est revenu tranquillement, il revenait étape par étape. Sivakov qui l'a aidé à revenir. Et je pense que le fait de ne pas être leader, ça lui a retiré de la pression. C'était Sivakov qui était la carte maîtresse un peu. Et du coup, il avait moins de pression. Il a pu aborder la course plus détendue. Et 13e. C'est dingue aussi au vu du parcours, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ce parcours de Kigali, il était extrêmement dur, très très dur. C'était peut-être un des plus durs que les mondiaux aient jamais Le connus. plus dur, ouais. Donc, c'est qu'il arrive à faire 13e à 19 ans sur un parcours comme ça, c'est qu'il peut aller très très loin, Paul Sexas. Bah, et puis au début de la saison, il s'est quand même testé sur des courses par étapes parce que c'est là où on l'attend dans le futur. Avant le Tour de l'Avenir, il a fait quand même le Dauphiné. Le mec, 8e du Dauphiné quand même. Ouais. En tambon sur la dernière étape, je crois, ou l'avant-dernière. Et encore une fois, meilleur français. Meilleur français du Dauphiné. Et puis en fin de saison, il était sur son nuage des championnats du monde. Enfin, sur son nuage. Et il était quand même là. Et puis derrière, on l'attend un peu quand même sur les championnats d'Europe où il est un peu leader quand même, on peut se le dire. Il a un peu bien marché aussi. Et un peu trop bien marché, ouais. 3e. Le mec, il décroche. C'était Scaroni qui était avec lui. Ouais. Et il va chercher une 3e Il va place. chercher le com de la Ouais, montée en ça, plus. c'est dingue. Ça, c'est dingue. Devant Poggi. Ouais. Et il revient, tu vois bien, à l'arrivée, ils sont une vingtaine arrivés. Et puis lui, ils arrivent un par un. Et puis il arrive. Et puis j'aime bien il arrive sur la dernière ligne droite, il serre la main à tout le monde. Il ambiance le public. Ouais. Et puis il est content de sa Ouais. 3e place, il se rend compte de ce qu'il est en train de créer. Et c'est ça qui est génial. Quoi. Le duel avec Scaroni, mais c'était magnifique. C'était magnifique. J'ai Magnifique. vibré Et puis devant il a l'écran. osé. 2 minutes de montée à Il a bloc, osé. là, Et il attaque et il regardait derrière. Et avec l'engouement du public Ouais. français, je pense ça lui a donné des ailes. Il Et a puis, une vraie insouciance qui fait Il est qu'aussi pas que- Red Bull. En fait, on a dans un cycliste qui est de plus en plus calculé, c'est un coureur qui court à l'instinct, hein, Paul Sexas. un Et qui petit peu. prend du plaisir, ça se Il prend voit. du plaisir. Le mec, il a tout le temps la banane. Il est bon, pas quand il est dans l'effort. Hein, il est un peu concentré, mais le mec toujours content. Et puis il finit sur le Tour de Lombardie. On se dit bon, allez, il a fait de bons mondiaux, il a fait des bons championnats d'Europe. Bon, allez, même s'il fait de la merde, on le pardonnera. Et non, quand même, 7e du Lombardie, classique quoi. Et même sur le début de saison, j'ai bien aimé son geste quand il peut gagner, il arrive avec son coéquipier, Mm. il laisse gagner son Prud'homme. coéquipier de Prud'homme, qui n'avait pas encore gagné en World Tour, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, la classe, le mec il a 18-19 ans, il n'a pas encore gagné, il peut gagner, il laisse son coéquipier plus vieux que lui à gagner. Il savait qu'il allait en gagner plein Ouais. d'autres. Et vous avez vu aussi, ce qui m'a pas mal intéressé, c'est sa sortie là, pour finir sa saison il y a une semaine où il fait 12 heures d'entraînement. C'est quoi, c'est Tranquille. 400 km à 26 340, je crois. Ouais, à 26 km/h de moyenne, 8000 de D+, aussi. Ouais. Il reprend un com à Pogacar, il me semble. Ouais, c'est En plus. c'est une folie furieuse. En Et fin de c'est là où saison, on t'es voit, comme ça. Ouais, c'est incroyable. Vélo plaisir. Voilà. Profiter du paysage. Putain, si on était tous comme ça. C'est clair que Ça annonce une sacrée saison 2026. quand Ouais, tu vois c'est que ça. le meilleur français cette saison, sans grand tour, il a 19 ans, il s'appelle Paul Sexas. Enfin, pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'est le meilleur français cette saison. Et de le voir à ce niveau-là, à cet âge-là, sans avoir eu une performance encore sur les grands tours, parce que forcément, L'année on a voulu prochaine. le préserver. Mais franchement, ça promet. Vraiment, ça promet.
Vous l'attendez où Sur quel grand tour vous l'attendez on avait déjà posé la question sur les grands tours de AG2R, donc qui devient Décathlon CMA CGM. C'est dur. Décathlon. Quel grand tour viser pour lui, pour pourquoi pas prendre de l'expérience ou pour viser la victoire? Est-ce que pour vous, faut choisir un grand tour ou faut faire en fonction du plateau qu'il y aura? Est-ce que c'est pas ça aussi le défi? Moi, je pense qu'il faut qu'ils se définissent un vrai objectif, qu'ils se préparent pour un grand tour. Et bah, là, avec la fin de saison qu'il fait, pour moi, il est obligé d'être leader. Mais moi, je le vois plus sur un Giro. Je le vois bien sur un Giro. Et après, s'il est encore en forme en équipier, pourquoi pas sur le Tour de France pour apprendre. Mais pas du tout sur le Tour de France. Par contre, ça serait cramé. Et par contre, je rebondir sur le dernier mot de Charles, Ouais. cramé. Thomas Vauclair a dit cramé à 19 ans. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et justement, ça a plutôt bien marché. Est-ce que lui aussi, il n'est pas dans cet état d'esprit? J'ai 20 ans, j'ai les jambes de ma vie, faut que j'y aille. Ouais, mais sur le Tour de France directement, ça me paraît dur. C'est une course, c'est 21 jours où faut frotter. Pression médiatique aussi. C'est dur mentalement. La pression médiatique, il en a parlé en fin de Surtout saison. en Il a France. dit qu'au début de saison, il s'occupait pas trop des médias. Là, il s'est habitué un peu aux médias en fin de saison. Il allait sur beaucoup de plateaux. Je pense qu'un Giro, ça serait bien pour qu'il apprenne à courir, frotter dans les pelotons. Après, il sait très bien courir, mais qu'il apprenne à courir dans. t'as dit un truc drôle, c'est qu'il apprenne à courir. Et le mec, faut qu'il apprenne aussi à gagner parce que je sais pas si vous avez vu la scène un peu drôle à la fin du championnat d'Europe. Le mec n'avait pas préparé ses affaires s'il avait un protocole après. Oui. Donc il était avec ses cales sur le podium du championnat d'Europe parce qu'il n'avait pas prévu de finir sur le podium. Et donc le mec va devoir apprendre aussi à gagner et aller sur le podium. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ton calendrier, si on voit qu'il marche sur les courses, les championnats, faut faire un Giro au début de saison. Comme ça, après, ça lui laisse le temps de se reprendre pour bien performer en fin de saison sur le Lombardie et puis les championnats, non? Championnat du monde. Puis le Giro, c'est quand même l'éclosion des talents. On l'a vu cette année. On va pas se mentir. Personne n'attendait à ce niveau-là Isaac Del Toro. Ouais. Personne n'attendait Isaac Del Toro à ce niveau-là, surtout au vu de la grille de départ et de la place de leader apparent de Juan Ayuso chez UAE. Personne n'attendait que finalement ce soit un Mexicain de 20 ans qui joue le classement général et qui en plus termine sur le podium à la 2e place. Il se fait déposséder du maillot Puis c'était le meilleur. sur l'avant-dernière Et étape. c'est une erreur de stratégie. Sur l'avant-dernière étape. Il doit s'en C'est- vouloir. Il a joué avec l'ego. Hein, tout Ah oui, simplement. tout à fait. Mais Il a couru à l'ego ce jour-là. Et en fait, ce tour-là, finalement, il le perd tout seul. Mm. Parce que il s'entête à vouloir suivre Richard Carapaz alors que devant, il ne voit pas Simon Yates. C'est son équipe Ouais, qui lui c'est dit vrai que- de jouer avec Carapaz, il va le ramener. La stratégie du AE a été très très mauvaise sur ce coup-là parce qu'évidemment, il ne fallait pas compter sur Carapaz pour le Comme ramener. souvent quand il n'y a pas Pogacar. Tout à fait. Tout à Et fait. du coup, vous parlez de mentalité. Perso, je trouve que c'est que ça a l'air d'être un gars hyper intelligent par contre, Ouais, même en par course. Hein. Ouais, ah oui, Franchement, oui, tout à fait. le mec, il a l'air très détendu, très cool hors vélo. Mais même sur le vélo, il a l'air super intelligent. Il fait les efforts quand il faut. Ça se vient- Et puis, vous avez bien vu au championnat d'Europe, quand les deux loustiques ils s'échappent, il y va, mais à son rythme. Il se grille pas. Franchement, il a l'air vraiment très intelligent. Non, il a réfléchi même devant les médias. Il sait pas, il parle bien. Ça se voit qu'il a été quand même bien conseillé, bien amené pour ne pas dire des bêtises et pas Il est bien entouré. pas déchirer. Une dernière question. Ouais. On fait très vite. Je vais un mot pour ma question par personne. Une bonne saison de Texas, c'est quoi? Pour moi, c'est un gros résultat, un bon top 10 sur un grand tour déjà. Et après, une fin de saison sur le Lombardie et les championnats du monde, championnats d'Europe. Maxence? Doublé champion de France chrono et route l'année prochaine. Ok. Top 7 sur le Giro et une place d'honneur sur les championnats du monde, je pense. Ok, très bien. Eh bien, écoutez les gars, merci beaucoup pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu aussi d'être à mes côtés. Et puis, on se retrouve bien sûr très très vite pour une nouvelle émission. Merci Baptiste pour cette deuxième émission avec nous. Et puis les gars, on se retrouve très vite. On vous retrouve très vite aussi derrière votre écran. Merci de nous avoir suivis et à très vite.